Souvent, on imagine l'époque médiévale comme une ère sombre marquée par la saleté, les maladies et un manque total de soins corporels. Mais qu'en est-il vraiment ? Les hommes et les femmes du Moyen-Âge étaient-ils aussi négligents que les stéréotypes modernes nous le font croire ? Il est vrai que dans l'imaginaire collectif, le Moyen-Âge est souvent décrit comme une ère de saleté généralisée. Les bains étaient rares, les rues étaient jonchées de déchets et la population vivait dans des conditions insalubres. Pourtant, cette image simpliste ne correspond pas toujours à la réalité. Les gens de cette époque avaient bien des moyens d'assurer leur propreté, parfois rudimentaire, mais adaptés à leur époque et à leurs croyances. Cependant, avant de plonger dans les détails, il est important de remettre les choses dans leur contexte. Le Moyen-Âge, qui s'étend sur près d'un millénaire, est une période de grande diversité, marquée par des conditions de vie très différentes selon les régions, les classes sociales et les époques. Des villes médiévales bouillonnantes aux châteaux nobles, en passant par les villages paysans, les pratiques d'hygiène variaient énormément, l'environnement, les croyances religieuses et les ressources disponibles jouant une influence non négligeable. Alors, que savons-nous réellement de l'hygiène médiévale ? D'où viennent ces clichés ? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cette vidéo. Au Moyen-Âge, les structures d'hygiène publique et privée étaient à la fois influencées par les traditions héritées de l'Antiquité et par les réalités matérielles de l'époque. Contrairement aux idées reçues, la question de l'hygiène n'était pas totalement ignorée et des efforts étaient faits, en particulier dans les centres urbains, pour maintenir un certain niveau de propreté. Dans ce cadre, les bains publics, les latrines et dans une moindre mesure les systèmes de canalisation et d'égouts occupaient une place importante. Les bains publics, aussi appelés étuves, jouaient un rôle central dans la vie quotidienne, surtout en ville. Ces établissements, souvent gérés par des privés, étaient des lieux où les gens de toute classe sociale pouvaient se rendre pour se laver, se détendre et socialiser. Loin de l'image d'une population médiévale crasseuse, ces bains publics étaient très populaires et servaient non seulement à assurer la propreté corporelle, mais aussi à favoriser des interactions sociales. Les étuves étaient souvent mixtes, hommes et femmes s'y croisaient, et cela a donné lieu à une perception ambiguë de ces lieux qui étaient parfois aussi associés à des activités immorales, voire à la prostitution. Mais au-delà des préjugés, ces bains répondaient à un véritable besoin d'hygiène et étaient présents dans de nombreuses villes européennes. Par exemple, à Paris au XIVe siècle, il existait plusieurs bains publics bien fréquentés. L'usage des bains n'était pas seulement limité aux classes aisées. Même dans les classes populaires, les gens cherchaient à se laver régulièrement. Certains se baignaient dans des cours d'eau ou dans des bassins domestiques quand ils ne pouvaient pas se rendre au bain public. Cependant, au fil des siècles, la pratique du bain quotidien a commencé à décliner, en partie à cause de croyances médicales et religieuses. On pensait à certaines époques que l'eau chaude pouvait ouvrir les pores et exposer le corps aux maladies. Cela a contribué à une certaine méfiance envers le bain, surtout chez les élites. Pourtant, les bains publics ont continué d'exister, notamment pour les classes moyennes et populaires, jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Les latrines, ou toilettes médiévales, étaient une autre structure essentielle pour maintenir un minimum d'hygiène, bien que leurs conditions d'utilisation et leur localisation variaient grandement selon le lieu et la classe sociale. Dans les châteaux et les grandes demeures, les latrines étaient souvent intégrées dans l'architecture même des bâtiments. Placées dans des tours ou des saillies murales, elles se trouvaient généralement à l'écart des salles principales. Ces installations, appelées garde-robes, étaient équipées d'un conduit qui permettait aux déchets de tomber directement dans les douves ou dans un fossé situé en bas des murailles. Bien que sommaires, ces dispositifs avaient le mérite de permettre une évacuation relativement efficace des excréments. Cependant, l'absence de système d'évacuation avancé signifiait que l'accumulation de déchets pouvait être problématique, en particulier lors de périodes prolongées où l'entretien n'était pas assuré. Dans les villes, les latrines publiques ou semi-privées existaient également. Les maisons urbaines possédaient souvent des latrines rudimentaires situées dans la cour arrière, et celles-ci étaient reliées à des fosses d'aisance. Toutefois, dans les zones urbaines, densément peuplées, les conditions étaient loin d'être idéales. Les fosses d'aisance étaient rarement vidées régulièrement et les déchets s'accumulaient parfois jusqu'à contaminer des puits ou bien des sources d'eau. Les marchés, les rues et les cours intérieures servaient souvent de lieux d'élimination des déchets pour ceux qui n'avaient pas accès à des latrines. C'est là que l'on voit apparaître des règlements municipaux visant à lutter contre les mauvaises pratiques, comme le déversement des ordures dans la rue.
L'une des principales difficultés de la vie urbaine au Moyen Âge résidait dans l'évacuation des eaux usées et des déchets. Si l'on compare cette époque à l'Antiquité romaine, où des systèmes de canalisation et d'égouts relativement sophistiqués étaient en place dans les grandes villes, le Moyen Âge a souvent souffert d'un manque d'infrastructures similaires. Les canalisations et égouts étaient présents dans certaines villes médiévales, mais leur qualité et leur efficacité étaient limitées. Par exemple, à Paris, dès le XIIe siècle, des efforts ont été faits pour construire des canaux d'évacuation des eaux usées. Toutefois, ces systèmes étaient souvent primitifs, mal entretenus et devenaient facilement bouchés. Dans certaines grandes villes, des canalisations en bois ou en pierre permettaient d'évacuer les eaux usées vers les rivières voisines, comme c'était le cas à Londres avec la Tamise. Cependant, ces systèmes étaient rudimentaires et les égouts à ciel ouvert restaient la norme. Les rigoles dans les rues étaient fréquemment obstruées par des déchets, rendant la vie urbaine insalubre. En outre, ces égouts à ciel ouvert présentaient des dangers pour la santé publique, car ils facilitaient la propagation de maladies et d'infections, notamment lors des périodes de forte chaleur. Les rivières et les cours étaient souvent utilisées pour l'évacuation des déchets, mais cela posait également des problèmes. Les eaux des rivières étaient à la fois des sources d'eau potable et des réceptacles pour les ordures ménagères et industrielles. Ainsi, dans les grandes villes comme Paris, Londres ou Florence, l'eau des rivières était souvent souillée, ce qui contribuait à la prolifération de maladies hydriques. L'une des limites des systèmes d'évacuation au Moyen Âge était la difficulté de mettre en place des infrastructures adéquates. Dans des villes en expansion rapide, l'urbanisation médiévale, particulièrement à partir du XIIe siècle, a entraîné une concentration de population dans des espaces restreints et cela a mis à rude épreuve les capacités d'évacuation des déchets. Les municipalités tentaient bien de réglementer ces pratiques, notamment par l'intermédiaire de lois et de règlements concernant l'entretien des latrines, l'évacuation des déchets et le nettoyage des rues. Cependant, ces mesures étaient rarement appliquées de manière systématique et l'insalubrité restait un problème récurrent. En dehors des villes, dans les zones rurales, les pratiques d'hygiène étaient encore plus simples. Les latrines y étaient souvent des fosses rudimentaires creusées près des habitations sans système d'évacuation élaboré. Les cours d'eau et les puits servaient à la fois à l'approvisionnement en eau et à l'évacuation des déchets. Cela présentait des risques sanitaires importants, bien que les communautés rurales, en raison de leur dispersion, souffraient moins des maladies liées à l'eau que les populations urbaines. Les toilettes quotidiennes, bien que loin des normes modernes, étaient couramment pratiquées à l'époque médiévale. Les gens cherchaient en effet à se laver régulièrement, même si les pratiques variaient en fonction des possibilités matérielles et du climat. Le lavage du visage et des mains était considéré comme essentiel, surtout avant les repas, par souci d'hygiène, mais aussi en raison des prescriptions religieuses. Le christianisme, tout comme l'islam dans d'autres régions du monde médiéval, accordait une importance à la propreté physique, en particulier dans des contextes religieux. Par exemple, il était courant de se laver les mains avant la prière, et les ablutions faisaient partie des rituels sacrés dans de nombreuses communautés religieuses. Le visage était souvent lavé dès le matin avec de l'eau froide, bien que certains privilégiés aient accès à de l'eau chaude chauffée au feu. Pour les plus riches, des servants pouvaient apporter des bassins d'eau et des serviettes pour faciliter la toilette matinale. Les mains, elles, étaient fréquemment lavées tout au long de la journée, non seulement pour des raisons d'hygiène, mais aussi pour des questions de décorum. Dans les milieux nobles, il était mal vu de toucher les aliments avec des mains sales, d'autant plus que les couverts étaient rares et que l'on mangeait souvent avec les doigts. Pour ce qui est des soins corporels, les bains étaient populaires à certaines périodes, comme nous l'avons vu avec les bains publics. Toutefois, dans un cadre domestique, les individus se contentaient souvent d'une toilette sommaire, avec un simple bassin et de l'eau. Le savon, bien que rudimentaire par rapport à nos standards modernes, était utilisé. Il était fabriqué à partir de graisse animale ou végétale et de soude, et servait principalement à laver le corps et les vêtements. Les savons parfumés, souvent à base de plantes aromatiques, comme la lavande ou le romarin, étaient également disponibles pour les plus riches. Les soins dentaires et capillaires étaient rudimentaires mais bien présents. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, les gens du Moyen-Âge se préoccupaient de la propreté de leurs dents. Bien que les brosses à dents modernes n'existaient pas encore, des alternatives étaient utilisées. Les gens se frottaient souvent les dents avec des morceaux de tissu ou de laine, parfois imprégnés de substances abrasives comme le sel ou de la poudre de charbon. Ces substances servaient à nettoyer la surface des dents et à enlever la plaque dentaire. Certains manuscrits médiévaux mentionnent également des recettes pour des dentifrices rudimentaires composés de poudre de coquilles d'œufs,
de cendres de bois et même de plantes broyées. Ces dentifrices avaient pour but de blanchir les dents et de rafraîchir la laine. Concernant la coiffure, la propreté et l'entretien des cheveux étaient aussi importants. Les cheveux étaient lavés régulièrement, bien que cela ne signifie pas qu'ils étaient lavés tous les jours. Les sources historiques montrent que des gens de toute classe sociale utilisaient des décoctions à base de plantes pour nettoyer et parfumer leurs cheveux. Par exemple, l'ortie, la camomille, le romarin ou encore la sauge étaient couramment utilisés pour des infusions pour laver les cheveux et traiter certaines affections du cuir chevelu. Les plus riches pouvaient se permettre des soins capillaires plus élaborés, comme des huiles pour nourrir et faire briller les cheveux. Le rasage et la coiffure étaient également des pratiques courantes, même si les modes variaient selon les époques et les régions. Dans certains milieux nobles, les hommes se rasaient régulièrement la barbe pour un aspect propre et soigné, tandis que dans d'autres, porter la barbe ou la moustache était un signe de virilité. Des barbiers itinérants offraient leurs services dans les villes et les villages, proposant des coupes de cheveux, des rasages et même parfois des soins médicaux légers, comme l'extraction de dents. Les femmes, quant à elles, portaient généralement les cheveux longs qu'elles entretenaient avec des peignes en bois ou en os, souvent finement sculptés. Les parfums jouaient aussi un rôle important dans la gestion des odeurs corporelles. Bien que l'eau et le savon aient été les principaux moyens de rester propres, les gens de l'époque médiévale étaient également conscients des désagréments des mauvaises odeurs, en particulier dans les environnements urbains. Les parfums étaient utilisés non seulement pour masquer les odeurs corporelles, mais aussi pour purifier l'air ambiant, surtout dans les environnements confinés ou en cas de maladie. Les huiles essentielles et les essences de fleurs étaient très prisées par les nobles qui se servaient d'eau de toilette parfumée pour se rafraîchir. Ces eaux étaient souvent à base de roses, de violettes, de lavande ou de camphre. Le souci de l'odeur corporelle était plus marqué chez les élites, qui avaient souvent recours à des poudres parfumées ou à des sachets d'herbes aromatiques qu'ils portaient sur eux pour se parfumer tout au long de la journée. Le port de tels sachets était un signe de raffinement, mais il servait aussi à compenser le fait que les bains n'étaient pas toujours quotidiens. Il est également intéressant de noter que les croyances de l'époque sur la propreté étaient souvent liées à la santé. On croyait que les odeurs agréables avaient des propriétés médicinales et pouvaient protéger contre les maladies. Cette idée, qui trouvera un écho plus tard lors des grandes pandémies comme la peste noire, incitait les gens à porter sur eux des parfums et des herbes afin de se protéger contre les miasmes, ces mauvaises odeurs que l'on croyait responsables de la transmission des maladies. En outre, certains manuels médicaux du Moyen-Âge préconisaient l'utilisation de bains de bouche pour entretenir une haleine fraîche. Des recettes à base de vin bouilli, de vinaigre ou de miel étaient courantes et servaient à désinfecter la bouche et à adoucir la laine. Dans certaines régions, notamment en Espagne et dans le sud de la France, les croisades et les contacts avec le monde islamique ont également introduit de nouvelles habitudes en matière de soins corporels et de parfumerie, inspirées des pratiques hygiéniques plus développées du monde arabe. L'hygiène dans les châteaux et les villages médiévaux reflétait les grandes disparités sociales de l'époque, où les pratiques variaient considérablement selon le statut, la richesse et la situation géographique. Ainsi, les différences sociales entre les pratiques d'hygiène des nobles, des paysans et des citadins étaient bien souvent très flagrantes. Les seigneurs occupant des châteaux relativement bien équipés pour l'époque avaient accès à des installations plus élaborées. Ils disposaient souvent de bains privés dans leurs demeures, bien que ceux-ci ne fussent pas toujours aussi luxueux qu'on pourrait l'imaginer. Dans un château, une salle de bain pouvait être aménagée avec une grande baignoire en bois ou en métal, où l'eau était chauffée manuellement par des domestiques. Le bain, bien qu'il ne soit pas quotidien, était réservé pour des occasions spéciales ou lors des grands événements. Les nobles prenaient leur bain avec des herbes aromatiques pour améliorer l'expérience, notamment du romarin, de la lavande ou bien des pétales de rose. Ils considéraient non seulement l'hygiène, mais également la détente et le bien-être corporel. Cependant, contrairement à l'idée que les nobles se baignaient fréquemment, il faut noter que la fréquence des bains était influencée par les croyances de l'époque. Parfois, le bain n'était pris qu'une ou 2 fois par mois, voire moins en fonction des saisons. En hiver, par exemple, les conditions climatiques rendaient plus difficile l'accès à l'eau chaude, et il était également commun de réduire la fréquence des bains pour éviter l'ouverture des pores, considérée comme dangereuse par certains médecins médiévaux qui estimaient que cela pouvait rendre le corps vulnérable aux maladies. Ainsi, la fréquence des bains variait, mais les nobles avaient l'avantage de pouvoir se laver plus facilement que les classes inférieures. Les paysans et les villageois, quant à eux, n'avaient pas accès à ces commodités. Ils se baignaient parfois dans les rivières ou dans des bassins rudimentaires lorsque l'occasion se présentait, généralement en été. Les sources naturelles
tels que les ruisseaux ou les puits, jouaient un rôle crucial dans l'approvisionnement en eau pour les usages domestiques, y compris pour se laver. Toutefois, les bains réguliers étaient rares, non pas par négligence, mais par manque d'accès aux infrastructures et à l'eau propre. Le lavage du corps, surtout du visage et des mains, restait important, en particulier avant les repas ou après une journée de travail. Il était aussi de coutume pour les paysans de se laver les pieds avant de se coucher, surtout dans les mois les plus froids, pour des raisons de confort et d'hygiène. Les citadins, vivant dans des environnements plus densément peuplés, avaient souvent un accès limité à des espaces de bains privés. Les bains publics ou étuves étaient donc une alternative pour les citadins de classe moyenne et basse, mais ceux-ci, bien que répandus, n'étaient pas toujours accessibles financièrement ou matériellement à tous. En outre, avec l'urbanisation croissante des villes au Moyen-Âge, les conditions de vie dans les quartiers populaires étaient souvent insalubres. Les systèmes d'évacuation des eaux usées étaient rudimentaires et peu efficaces. Les habitants des villes devaient donc faire face à des défis supplémentaires en matière d'hygiène, liés à la promiscuité et au manque de gestion des déchets. Malgré cela, la toilette du visage et des mains restait une pratique commune, même chez les pauvres. Un autre aspect central de l'hygiène au Moyen-Âge était lié aux vêtements et au linge de maison. Les vêtements médiévaux étaient généralement faits de laine pour les classes populaires et de tissus plus fins comme le lin et la soie pour les riches. La fréquence du lavage des vêtements dépendait grandement du statut social. Les nobles avaient des serviteurs pour laver et entretenir leurs vêtements, bien que cela ne signifie pas que les vêtements étaient lavés quotidiennement. Le lin était privilégié pour les sous-vêtements, car il pouvait être lavé plus fréquemment et était considéré comme plus hygiénique. Le linge de corps, chemises et sous-vêtements étaient généralement changés plus souvent que les vêtements extérieurs, car ils absorbaient la sueur et les impuretés du corps. Les nobles possédaient souvent plusieurs ensembles de vêtements, ce qui leur permettait d'alterner entre différentes tenues et de faire laver régulièrement leurs vêtements sales. La lessive était une tâche domestique essentielle mais pénible. Les femmes, qu'elles soient domestiques dans les châteaux ou paysannes dans les villages, étaient chargées de laver les vêtements et le linge de maison. Le processus de lessive médiévale était long et ardu. Il nécessitait de faire bouillir les vêtements dans de grandes cuves avec de l'eau et des cendres pour créer une solution alcaline capable de nettoyer les tissus. Ensuite, les vêtements étaient frottés, battus, puis rincés dans des cours d'eau ou des bacs. Le séchage se faisait à l'air libre, sur des cordes ou des buissons. Cette tâche était si exigeante qu'elle était souvent réservée à des périodes spécifiques de l'année, notamment au printemps, lorsque les conditions climatiques étaient plus clémentes. Dans certaines communautés, la lessive était une activité collective, où les femmes se rassemblaient autour des rivières ou des puits pour laver ensemble les vêtements de leur famille. Dans les châteaux, la gestion du linge de maison était également une priorité. Le linge de maison fait de lin ou de toile était changé et lavé régulièrement pour des raisons de confort et d'hygiène. Cependant, ici encore, les réalités de l'époque dictaient une fréquence de lavage bien moins régulière qu'aujourd'hui. Les draps étaient souvent changés toutes les quelques semaines, voire tous les mois, en fonction des disponibilités en eau et des capacités du personnel pour s'occuper de ces tâches. Le linge de maison, comme les nappes et les serviettes, jouait un rôle important dans la vie noble. Lors des repas, par exemple, il était d'usage pour les convives de se servir de grandes serviettes pour essuyer leurs mains, car l'utilisation des couverts était encore peu répandue. Ces serviettes étaient changées régulièrement et lavées avec soin. De même, les nappes, en particulier lors des banquets, faisaient partie des symboles de propreté et de statut social. Leur propreté était un signe extérieur de raffinement et de respect des invités. En revanche, chez les paysans, les vêtements étaient souvent portés plusieurs jours, voire plusieurs semaines avant d'être lavés. Le nombre limité de vêtements disponibles et la difficulté à réaliser la lessive fréquente faisaient que les vêtements n'étaient lavés que lorsque cela devenait nécessaire, en général après une période de forte salissure. Les paysans possédaient souvent une seule chemise de lin qu'ils portaient sous leurs vêtements en laine, et cette chemise était lavée lorsqu'elle devenait trop sale ou trop usée. La rudesse de la vie paysanne, marquée par le travail manuel dans les champs, faisait que l'hygiène des vêtements passait parfois au second plan par rapport aux nécessités de la survie quotidienne. L'entretien des vêtements dans les villes posait des défis particuliers. En raison de la densité de population et du manque d'espace, il était souvent difficile pour les citadins de faire sécher leurs vêtements après les avoir lavés. Certains avaient recours aux blanchisseurs, des professionnels qui se chargeaient du lavage du linge pour ceux qui pouvaient se le permettre. Ces blanchisseurs, souvent mal payés, travaillaient dans des conditions difficiles et utilisaient des techniques similaires à celles des lavandières rurales, bien qu'ils travaillaient souvent avec de plus grandes quantités de linge. Au Moyen-Âge, la perception de l'eau
et son lien avec les maladies était largement influencé par des croyances religieuses, médicales et sociales. Si l'eau jouait un rôle central dans la vie quotidienne, sa relation avec l'hygiène corporelle et la santé était complexe et souvent ambivalente. À une époque où la médecine scientifique, telle que nous la connaissons aujourd'hui, n'existait pas encore, les maladies étaient fréquemment attribuées à des causes spirituelles ou naturelles mal comprises, et l'usage de l'eau pour se laver était parfois considéré avec méfiance. Une des principales croyances du Moyen-Âge concernait la peur des bains trop fréquents, associés à la maladie. Contrairement à certaines époques antérieures, comme l'Antiquité romaine, où les bains publics étaient populaires et considérés comme une pratique saine, le Moyen-Âge a connu un changement de perception vis-à-vis de l'eau et de l'hygiène. À partir du XIIe siècle environ, l'idée que l'eau pouvait ouvrir les pores de la peau et ainsi permettre à des miasmes, ces vapeurs malsaines, véhiculées par l'air, de pénétrer le corps s'est largement répandue. On croyait que ces mêmes miasmes, invisibles mais omniprésents, étaient responsables de nombreuses maladies, y compris les épidémies, et que se laver trop souvent affaiblissait le corps en le rendant plus vulnérable à ces influences néfastes. Cette peur des bains excessifs n'empêchait toutefois pas les gens de se laver, mais les pratiques étaient moins fréquentes et plus prudentes. On se lavait le visage, les mains et les pieds, mais le bain complet devenait moins courant, notamment dans les périodes où le froid régnait. L'eau froide en particulier était vue avec méfiance, car elle était perçue comme trop agressive pour le corps. On privilégiait donc l'eau tiède ou chaude lorsque c'était possible. Cependant, dans de nombreuses régions rurales ou pauvres, l'accès à de l'eau chauffée était rare, ce qui limitait encore davantage la fréquence des bains. Un autre facteur majeur influençant l'hygiène médiévale était le rôle de la religion. Le corps et la propreté étaient souvent abordés sous un angle spirituel. Le christianisme qui dominait la pensée et les pratiques sociales en Europe médiévale associait parfois l'excès de soins corporels à la vanité ou à une indulgence pécamineuse, c'est-à-dire de l'ordre du péché. L'Église catholique enseignait que l'âme était plus importante que le corps et que l'obsession pour la propreté corporelle pouvait distraire des devoirs religieux. Cela ne signifie pas que l'hygiène était négligée, mais les préoccupations spirituelles prenaient souvent le pas sur les pratiques physiques. En même temps, la religion dictait certains rituels de purification corporelle qui étaient intégrés aux pratiques quotidiennes ou spirituelles. Par exemple, les ablutions rituelles, telles que se laver les mains avant de prier ou de recevoir la communion, étaient encouragées. L'eau avait une dimension symbolique forte dans le christianisme, notamment par le biais du baptême, où elle était perçue comme un vecteur de purification spirituelle. Cette dimension religieuse de l'eau cohabitait avec des pratiques plus ou moins régulières d'hygiène personnelle, bien que ces dernières puissent varier en fonction de la classe sociale et des croyances locales. Les pandémies et les épidémies, telles que la peste noire, ont profondément marqué la perception de l'hygiène et de l'eau au Moyen-Âge. La peste noire qui a frappé l'Europe au milieu du XIVe siècle, tuant des millions de personnes, a bouleversé les croyances sanitaires et religieuses. On pensait à l'époque que la peste se propageait par l'air vicié ou par des punitions divines. Les mesures sanitaires pour y faire face étaient souvent rudimentaires et reposaient sur des idées erronées sur les causes de la maladie. Le rôle de l'eau dans la prévention des épidémies restait ambigu. Si certains considéraient les bains comme potentiellement dangereux en temps d'épidémie, en raison de la croyance que l'eau ouvrait les pores du corps et permettait à la maladie de s'infiltrer, d'autres en revanche reconnaissaient l'importance de l'hygiène pour se protéger des maladies. Les médecins médiévaux conseillaient souvent de se laver les mains et le visage avant de manger, et certains préconisaient des infusions ou des solutions à base d'herbes médicinales pour nettoyer le corps. Mais ces pratiques étaient loin d'être uniformes, et dans de nombreuses régions d'Europe, la crainte des bains fréquents persistait. La peste noire a aussi entraîné des changements dans les pratiques sanitaires des villes et des villages. Les autorités locales ont pris des mesures pour tenter de contenir la propagation de la maladie. Dans certaines villes, des tentatives ont été faites pour améliorer la gestion des déchets, la propreté des rues et l'évacuation des eaux usées. Les fosses septiques étaient souvent trop proches des habitations, contribuant à des conditions insalubres et à la diffusion des maladies. Après la peste noire, certaines villes ont renforcé leur système d'égouts rudimentaire, bien que cela restait largement insuffisant pour prévenir de futures pandémies. Par ailleurs, la peste a aussi entraîné une révision des rituels funéraires. Le grand nombre de morts a poussé en effet les autorités à prendre des décisions drastiques pour l'enterrement des corps. Les fosses communes se sont multipliées et la rapidité avec laquelle les corps étaient enterrés a souvent été perçue comme un signe de négligence ou de panique. La crainte de la contamination par les cadavres a parfois encouragé l'isolement des malades et des morts, ainsi que l'incendie de biens ou de maisons infectées. L'idée que l'eau pouvait transporter des germes ou des miasmes a également pris de l'ampleur, et certaines sources d'eau
ont été évitées en temps de peste par peur qu'elles soient contaminées. Le lien entre l'eau et purification spirituelle ne s'est pas totalement effacé avec les pandémies, mais il a été fortement remis en question. Les croyances populaires associant la maladie à des punitions divines incitaient les populations à se tourner vers des pratiques religieuses plutôt hygiéniques pour se protéger. Les prières, les pèlerinages et les flagellations publiques se sont multipliées lors des grandes pandémies, l'eau jouant un rôle secondaire face à ces manifestations de repentance collective. Toutefois, certaines communautés religieuses, comme les monastères, continuaient à pratiquer des ablutions régulières dans le cadre de leurs rituels. Bien que cela soit plus lié à une discipline spirituelle, il est également important de souligner que les perceptions de l'hygiène et de l'eau étaient influencées par la médecine médiévale. Cette dernière reposait en grande partie sur la théorie des humeurs, développée par des auteurs comme Galien et Hippocrate. Selon cette théorie, le corps humain était composé de 4 humeurs, le sang, la bile jaune, la bile noire et le flegme. Et un déséquilibre entre ces humeurs pouvait entraîner des maladies. L'eau en tant que fluide jouait un rôle ambigu dans cette conception. D'un côté, elle était nécessaire pour maintenir l'équilibre des humeurs, notamment par l'ingestion d'eau et de liquides chauds ou froids en fonction des besoins du corps. De l'autre, un contact trop fréquent avec l'eau, notamment à travers les bains, était vu comme une perturbation potentielle de cet équilibre. Les médecins recommandaient donc des bains ponctuels, souvent accompagnés de conseils diététiques et de remèdes à base de plantes pour équilibrer le corps. L'hygiène dans les monastères et institutions religieuses au Moyen-Âge occupait une place singulière au sein de la société médiévale, où les pratiques de propreté étaient étroitement liées à des règles spirituelles et aux disciplines de la vie monastique. En effet, les règles monastiques qui régissaient la vie des moines et moniales incluaient souvent des dispositions précises sur la propreté et l'hygiène. Ces règles, inspirées par les enseignements de saint Benoît, saint Augustin ou encore saint François d'Assise, fixaient un cadre de vie communautaire où l'obéissance, la pauvreté et la chasteté étaient au centre des préoccupations. La pauvreté, bien qu'elle ne soit pas une fin en soi, était cependant perçue comme un élément important de la discipline monastique, surtout dans les ordres bénédictins. Saint Benoît, avec sa règle, devint la référence pour de nombreux monastères en Europe qui considéraient que l'hygiène corporelle était un aspect essentiel pour préserver la dignité humaine et la santé des moines. Ainsi, ces derniers étaient souvent tenus de se laver les mains avant chaque repas et de se raser régulièrement pour éviter un aspect négligé, ce qui pourrait être interprété comme un signe de paresse ou d'indiscipline. Toutefois, cette attention à la propreté restait mesurée et s'inscrivait dans une logique de modestie, évitant tout excès. Les bains fréquents, par exemple, n'étaient pas encouragés, car ils pouvaient être vus comme une indulgence superflue. Se laver devait rester un acte fonctionnel, permettant de se débarrasser de la saleté pour se concentrer sur les aspects spirituels de la vie religieuse, et non une source de plaisir. Les infrastructures des monastères médiévaux témoignaient de cette préoccupation pour une propreté collective, bien que les moyens techniques et les ressources disponibles variaient en fonction de la richesse et de la taille de chaque monastère. Les plus grands et les plus prospères, comme ceux appartenant aux ordres cisterciens, possédaient des installations relativement sophistiquées pour l'époque, notamment des latrines et des systèmes d'évacuation des eaux usées. Ces latrines, souvent installées à l'écart des dortoirs et des réfectoires pour des raisons d'hygiène, étaient connectées à des canalisations rudimentaires qui transportaient les déchets vers des fosses ou des rivières proches. Les monastères cisterciens en particulier étaient réputés pour leur maîtrise de l'hydraulique et leur gestion ingénieuse des ressources en eau. Ils construisaient des aqueducs pour acheminer l'eau potable jusqu'au monastère et des canaux pour évacuer les eaux usées, préservant ainsi une certaine propreté au sein de la communauté. En plus des latrines, les monastères disposaient souvent de bains collectifs ou d'étuves, bien que l'usage de ces installations soit strictement encadré. Les bains n'étaient pas une pratique quotidienne, mais ils étaient permis à des moments précis de l'année ou pour certaines occasions, comme lors des fêtes religieuses ou après des périodes de travail particulièrement éprouvantes. Les moines malades ou âgés pouvaient aussi avoir un accès plus fréquent aux bains, car la propreté était associée à une meilleure santé. De nombreux monastères possédaient des bains chauds, alimentés par des foyers sous les bassins, permettant aux moines de se laver efficacement, surtout pendant les mois d'hiver. Dans certains cas, ces bains étaient partagés avec des membres extérieurs à la communauté, comme les pauvres ou les pèlerins, conformément à la mission de charité et d'accueil des monastères. Malgré ces infrastructures relativement avancées pour l'époque, l'hygiène restait en grande partie une pratique collective. Les monastères fonctionnaient sur une organisation stricte du temps et de l'espace, où chaque moment de la journée était régulé, des prières au repas, en passant par les moments de travail et de repos. Les périodes dédiées à l'hygiène personnelle
étaient souvent intégrés à ce cycle quotidien ou hebdomadaire. Par exemple, il était commun pour les moines de se laver les mains et le visage avant les repas, un geste à la fois hygiénique et symbolique de purification, inspiré des ablutions rituelles prescrites dans les évangiles. Ce soin du corps minimal reflétait une préoccupation pour l'ordre et la discipline, mais toujours dans le respect d'une modération prescrite par les règles religieuses. Outre les bains et les latrines, les monastères de grande taille disposaient souvent de dortoirs communs et de salles de soins pour les malades, connues sous le nom d'infirmerie. L'infirmerie était un lieu central pour l'hygiène, où l'on prodiguait des soins non seulement aux moines malades, mais aussi aux pèlerins et aux pauvres accueillis dans l'enceinte du monastère. Ces infirmeries étaient souvent équipées de bassins d'eau et de linge propre pour le lavage des mains et des plaies. Les herbes médicinales comme la sauge, la camomille ou le romarin y étaient couramment utilisées pour leurs propriétés antiseptiques. Les soins corporels y étaient donnés avec attention, mais toujours dans une optique de soulagement de la souffrance et non de confort ou de luxe. Dans les communautés religieuses, la propreté collective avait aussi une dimension symbolique, reflétant l'unité et la pureté spirituelle de l'ordre. Les pratiques de soins du corps s'inscrivaient dans un cadre de vie communautaire où la solidarité entre frères ou sœurs était essentielle. La propreté des locaux et des espaces communs, comme les réfectoires et les chapelles, faisait partie des devoirs quotidiens des moines et moniales, en plus de leurs responsabilités agricoles ou intellectuelles. Le soin des vêtements et du linge était également une tâche collective, souvent assurée par les frères convers ou les sœurs laïques, selon la taille et l'organisation du monastère. Les lessives étaient effectuées à des moments précis de la semaine, en fonction des besoins, et suivaient des règles précises, en veillant à ne pas gaspiller l'eau, surtout dans les monastères situés dans des zones arides ou peu fournis en ressources naturelles. L'influence des croisades et de la médecine arabe sur l'Occident médiéval est un phénomène complexe où les échanges culturels, scientifiques et médicaux ont joué un rôle crucial dans le développement des pratiques hygiéniques et médicales en Europe. À partir du XIe siècle, les croisades ont amené des milliers de chevaliers et de pèlerins occidentaux en Terre Sainte, et ils ont été exposés à des cultures différentes, notamment celle du monde islamique, qui connaissait alors une grande avancée dans les domaines de la médecine, de l'hygiène et de la science en général. Les transferts culturels entre l'Orient et l'Occident à travers les croisades ont ainsi contribué à changer la manière dont les Européens percevaient l'hygiène corporelle et les soins du corps. Dans le monde arabe, l'hygiène était fortement valorisée, tant pour des raisons religieuses que médicales. L'islam, à travers ses préceptes, encourageait des pratiques régulières de purification corporelle. Les ablutions rituelles, avant les prières, le bain régulier et l'entretien du corps étaient considérés comme des obligations spirituelles, ce qui contrastait avec certaines perceptions en Occident, où les bains fréquents étaient parfois vus avec suspicion, notamment à cause des croyances chrétiennes liant la propreté excessive à la vanité et au péché. Ainsi, en côtoyant les musulmans dans les régions du Levant, les croisés et les marchands européens ont pu observer l'importance accordée à la propreté dans la société islamique et en ramener certains aspects en Europe. Les bains publics, qui étaient une pratique courante dans les villes islamiques, ont inspiré les Européens. Bien que des étuves et des bains existaient déjà dans certaines parties de l'Occident, notamment hérités de la tradition romaine, leur usage était bien moins répandu qu'en Orient. À travers les croisades et les échanges commerciaux, les Européens ont découvert les hammams, ces bains de vapeur où les musulmans se rendaient non seulement pour se laver, mais aussi pour se détendre et socialiser. Ces établissements de bains sont devenus une source d'inspiration pour les étuves médiévales européennes qui se sont multipliées à partir du XIIe siècle dans des villes comme Paris, Londres ou encore Milan. Les bains publics, en Europe médiévale, ont alors pris une dimension sociale similaire à celle des hammams orientaux, où l'on se rendait non seulement pour se nettoyer, mais aussi pour rencontrer des amis et discuter d'affaires. L'un des aspects les plus marquants de cette influence orientale a été l'introduction en Europe des savons et des parfums, qui étaient couramment utilisés dans le monde arabe. Les savonneries florissantes en Syrie et en Égypte, notamment à Alep, produisaient des savons à base d'huile d'olive et de laurier, des produits de haute qualité qui étaient inconnus en Europe avant les croisades. Les croisés, en revenant en Occident, ont rapporté ces savons qui se sont rapidement répandus dans les cours nobles et dans les villes marchandes. Les parfums, autres produits raffinés de la culture orientale, ont également connu un succès grandissant en Europe. Fabriqués à partir d'essences de fleurs, de plantes et d'épices, les parfums orientaux étaient utilisés non seulement pour masquer les odeurs corporelles, mais aussi pour assainir l'air dans les habitations. Ces nouvelles pratiques, bien que d'abord limitées aux élites, ont progressivement influencé les mœurs hygiéniques des classes sociales plus modestes, contribuant à une amélioration générale des pratiques d'hygiène en Occident.
Les progrès médicaux issus des croisades et des échanges culturels avec le monde islamique ont également joué un rôle majeur dans l'évolution des soins de santé en Europe. La médecine arabe était bien plus avancée que celle pratiquée dans l'Occident médiéval, en grande partie grâce à la préservation et à l'enrichissement des savoirs grecs, romains et perses par les savants musulmans. Des figures telles qu'Avicenne, Ibn Sina et Al-Razi, Racès, étaient des références incontournables dans le domaine médical et leurs ouvrages, comme le Canon de la médecine d'Avicenne, sont devenus des textes de base dans les universités européennes après avoir été traduits en latin. Ces ouvrages contenaient des informations détaillées sur l'hygiène, la prévention des maladies et le traitement des affections courantes. L'une des grandes contributions de la médecine arabe à l'Occident a été l'accent mis sur la médecine préventive, un concept qui restait encore largement ignoré en Europe. Les médecins arabes préconisaient des pratiques telles que le lavage régulier des mains, la purification de l'air et une alimentation équilibrée pour prévenir les maladies. Ils accordaient également une grande importance à l'eau, non seulement pour l'hygiène personnelle, mais aussi pour ses effets curatifs. Les bains étaient recommandés non seulement pour se laver, mais aussi pour soigner certains maux grâce à l'usage de plantes médicinales dans l'eau. Ce type de thérapie par l'eau, connu sous le nom de balnéothérapie, a influencé les pratiques européennes, notamment dans les villes thermales où l'on utilisait les sources chaudes naturelles pour traiter diverses maladies. En plus de la médecine préventive, les croisades ont favorisé l'introduction en Europe de nouveaux remèdes et techniques médicales provenant du monde arabe. Les hôpitaux islamiques appelés Bimaristan étaient bien plus sophistiqués que les hospices européens et fonctionnaient comme de véritables centres de soins avec des sections dédiées à la chirurgie, à la médecine interne et même à la santé mentale. Ces institutions ont servi de modèle pour les futurs hôpitaux en Occident qui ont commencé à émerger dans les grandes villes à partir du XIIIe siècle. Les croisés, revenant d'Orient, ont également rapporté de nouveaux remèdes, comme des herbes et des épices, aux propriétés médicinales qui ont été intégrées dans la pharmacopée européenne. Les échanges commerciaux entre l'Orient et l'Occident ont ainsi permis l'introduction de produits comme le camphre, le musc ou encore le benjoin. Des substances utilisées à la fois comme parfum et comme traitement pour purifier l'air ou soigner des affections respiratoires. En outre, la médecine arabe accordait une grande importance à l'observation et à l'étude des symptômes, ce qui a influencé les pratiques médicales européennes. Les médecins musulmans étaient souvent des experts en diagnostic et leur approche scientifique, basée sur des observations minutieuses et des dissections, a permis d'approfondir la compréhension du corps humain. Les techniques chirurgicales, comme la cautérisation des plaies ou l'utilisation de sutures, fermer les incisions, se sont également diffusées en Europe grâce à ces échanges. Ces pratiques plus sophistiquées ont permis de réduire les risques d'infection et d'améliorer les soins aux blessés, y compris lors des campagnes militaires. Enfin, l'influence des croisades et de la médecine arabe a eu un impact durable sur la perception de l'hygiène et de la santé en Occident. Les pratiques d'hygiène orientales, plus raffinées et systématiques, ont servi de modèle pour les Européens, notamment dans les cours royales et aristocratiques, où la mode des parfums, des bains et des soins du corps s'est progressivement imposée. À travers les échanges culturels et scientifiques, l'Occident médiéval a intégré ces innovations, contribuant à améliorer les conditions sanitaires dans les villes et les châteaux. Bien que ces progrès aient été lents et inégaux, ils ont marqué un tournant dans l'évolution des pratiques médicales et hygiéniques en Europe. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo sur l'hygiène au Moyen-Âge. J'espère que vous avez appris des choses nouvelles et fascinantes sur une époque souvent mal comprise. Si vous avez apprécié cette vidéo et souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à faire un don sur ma page Tipeee ou à utiliser le bouton merci juste en dessous de la vidéo. Avant de se quitter, une petite anecdote supplémentaire. Saviez-vous qu'au Moyen-Âge, les barbiers faisaient bien plus que couper les cheveux ou raser les barbes. Ils étaient aussi responsables de petits soins médicaux, comme l'extraction de dents, la saignée et même le traitement des abcès. On trouvait souvent ces barbiers près des bains publics ou des étuves et ils offraient leurs services à des clients qui venaient se laver. C'était un mélange un peu étrange d'hygiène personnelle et de soins médicaux rudimentaires, le tout dans une ambiance souvent bruyante et animée. Encore merci pour votre soutien et à très bientôt pour une prochaine vidéo.